La fumée s'élevait encore des villes mortes, lente et lourde, comme si la terre elle-même refusait d'oublier ce qui venait de s'y produire. Elle dérivait au-dessus des plaines du Proche-Orient, s'accrochait aux ruines des murailles effondrées, glissait entre les colonnes brisées où jadis résonnaient les prières et les décrets des rois. Le vent passait à travers ces vestiges comme un souffle funèbre, sifflant dans les portes arrachées, murmurant entre les pierres noircies. C'était le XIIe siècle avant notre ère, et le monde, tel qu'il avait été connu pendant des siècles, se désagrégeait sous les yeux de ceux qui survivaient encore. Les grandes puissances, autrefois invincibles, chancelaient. Les rois hittites, dont les armées avaient dominé l'Anatolie, voyaient leurs cités tomber une à une. Les pharaons d'Égypte, maîtres des rives du Nil, luttaient pour maintenir un ordre qui leur échappait. Les seigneurs mycéniens, bâtisseurs de palais et de légendes, disparaissaient dans le silence de leurs propres incendies. Ce n'était pas une guerre unique qui causait cette ruine, mais une convergence de catastrophes, famines, migrations, révoltes, invasions. Les routes autrefois sûres devenaient des pièges, les marchés se vidaient, et les caravanes, lorsqu'elles osaient encore traverser les déserts, revenaient avec des récits de villes désertes et de terres abandonnées. Dans cet effondrement, quelque chose d'invisible mais essentiel disparaissait aussi. L'ordre. Là où des empires avaient autrefois imposé leurs lois, il ne restait plus que des fragments, des royaumes brisés, des populations dispersées. Les scribes, qui gravaient autrefois les exploits des rois dans l'argile, se retrouvaient à consigner des pertes, des plaintes, des peurs. Le monde ne s'organisait plus autour de centres puissants, mais autour de vides, de silences, de territoires sans maître. Et pourtant, dans ces vides naissaient de nouvelles forces. Loin des vallées fertiles du Nil ou du Tigre, là où la terre devient dure et le ciel immense, s'étendait la steppe syrienne. Un paysage de vent et de poussière où l'horizon semblait reculer à mesure qu'on avançait, et où la vie dépendait d'un savoir ancien, celui de se déplacer, de lire les étoiles, de reconnaître les rares sources d'eau. Là, dans cette étendue que les royaumes sédentaires regardaient avec méfiance, vivaient des peuples que l'histoire n'avait encore que rarement nommés. Leurs tentes, faites de poils de chèvre, se dressaient comme des ombres contre le couchant. À la tombée de la nuit, des feux apparaissaient, fragiles points de lumière dans l'immensité sombre. Autour de ces flammes, des hommes et des femmes se rassemblaient, partageant du pain, du lait, des récits transmis depuis des générations. Leurs troupeaux, moutons et chèvres, se déplaçaient lentement sous la garde de bergers vigilants. Leur vie était rythmée par les saisons, par la pluie rare, par la nécessité constante de trouver de nouveaux pâturages. On les appelait dans les tablettes des royaumes voisins d'un nom encore flou, presque méprisant, Aramou. Pour les scribes assyriens, ces groupes n'étaient guère plus que des perturbations. Des bandes errantes apparaissant soudain aux frontières, pillant parfois des villages, disparaissant ensuite dans le désert comme emportés par le vent. On les décrivait comme des nuisances, des ombres insaisissables. Pourtant, ces descriptions trahissaient déjà une inquiétude plus profonde. Car contrairement aux ennemis habituels, ces peuples ne pouvaient être vaincus de manière définitive. Ils ne possédaient pas de villas assiégées, ni de palais à incendier. Leur richesse tenait dans leurs troupeaux, leur force dans leur mobilité, leur survie dans leur capacité à se disperser, puis à se rassembler. Détruire un campement ne signifiait rien. Quelques saisons plus tard, un autre apparaissait ailleurs, souvent plus grand, plus organisé. Mais ce qui les distinguait le plus n'était ni leur mode de vie, ni leur résistance. C'était leur langue. Autour des feux, dans les échanges entre clans, dans les négociations avec des étrangers, une langue circulait, souple, vivante, portée par la voix plutôt que par l'écriture. Elle appartenait à la grande famille des langues sémitiques, partageant des racines avec l'hébreu, le phénicien et les langues plus anciennes de Mésopotamie. Pourtant, elle se distinguait par sa simplicité, sa fluidité. Là où l'akkadien exigeait des années d'apprentissage pour maîtriser ses signes cunéiformes, cette langue pouvait être apprise rapidement, transmise facilement. C'était une langue de mémoire et de mouvement. Elle servait à raconter des généalogies, à sceller des alliances, à négocier des échanges. Elle s'adaptait aux situations, absorbait des influences, se transformait sans perdre son essence. Dans les marchés improvisés qui apparaissaient à la lisière des territoires dévastés, elle devenait un outil précieux. Des marchands de différentes origines pouvaient s'y comprendre, échanger du bétail contre des céréales, du sel contre du tissu. Sans le savoir encore, ces nomades portaient avec eux quelque chose de plus durable que n'importe quel mur de pierre. Au début, leur présence se manifestait à peine.
Un groupe ici, un autre là, se déplaçant le long de l'Euphrate, s'installant brièvement dans une vallée avant de repartir. Ils n'étaient pas un peuple uni, mais une constellation de tribus, chacune guidée par son chef, chacune liée par des liens de sang et de serment. Les Assyriens les désignaient par des noms qui évoquaient des maisons, des lignées, Bit-Zamani, Bit-Adini, la maison de tel ou tel ancêtre. Pour les observateurs extérieurs, ces distinctions importaient peu. Tous semblaient semblables, tous venaient du désert. Mais pour eux, chaque nom portait une histoire, une identité, une mémoire transmise à travers les générations. Entre les peuples sédentaires et ces nomades, la relation était ambivalente. Les agriculteurs qui cultivaient les rives des fleuves voyaient en eux une menace constante. Le passage d'un troupeau pouvait détruire des mois de travail. Les villages redoutaient leurs incursions, leurs raids rapides et imprévisibles. Mais les marchands, eux, voyaient autre chose. Dans un monde où les routes traditionnelles étaient devenues dangereuses, ces hommes du désert possédaient un savoir précieux. Ils connaissaient les chemins oubliés, les points d'eau cachés, les dangers à éviter. Ils pouvaient guider des caravanes là où aucune carte ne suffisait. Ils devenaient, selon les circonstances, des pillards ou des protecteurs, des ennemis ou des alliés. C'était cette dualité qui faisait leur force. Avec le temps, leur nombre augmenta, non pas par conquête directe, mais par attraction. Des populations déplacées par les guerres, des paysans ruinés par la famine, des fugitifs échappant à des royaumes en déclin vinrent rejoindre ces tribus. Sous les tentes des Araméens, ils trouvaient une nouvelle appartenance, une structure fondée non sur des murs, mais sur des relations. Les clans s'agrandirent, les alliances se multiplièrent. Lentement, presque imperceptiblement, quelque chose changea. Là où il n'y avait autrefois que des campements temporaires, des traces de permanence commencèrent à apparaître. Des enclos furent renforcés, des abris devinrent plus solides. Dans certaines vallées, des groupes décidèrent de rester plus longtemps, de cultiver la terre plutôt que de simplement la traverser. Ce n'était pas encore une révolution visible, rien qui puisse rivaliser avec les grandes cités du passé. Mais c'était un début. Les scribes des anciennes puissances, s'ils avaient regardé de plus près, auraient peut-être compris. Ils auraient vu que ces peuples qu'ils considéraient comme marginaux n'étaient pas simplement en train de survivre à l'effondrement du monde ancien. Ils étaient en train d'en construire un nouveau. Car dans les fissures laissées par les empires déchus, dans les espaces que personne ne contrôlait plus, les Araméens s'insinuaient comme l'eau dans la terre sèche. Et comme l'eau, ils trouvaient toujours un chemin. Le vent continuait de souffler sur la steppe, soulevant la poussière autour des campements. Les troupeaux continuaient de se déplacer. Les enfants grandissaient en apprenant les mêmes chants que leurs ancêtres. En apparence, rien n'avait changé. Mais sous cette surface immuable, une transformation était en cours. Un peuple sans royaume commençait à entrer dans l'histoire. Le changement ne vint pas comme un éclair déchirant le ciel, mais comme une lente infiltration, presque imperceptible, semblable à l'humidité qui s'insinue dans la pierre jusqu'à en modifier la structure. Ceux que l'on appelait araméens continuaient de suivre les cycles anciens, guidés par les saisons et les pâturages. Mais quelque chose dans leur rapport au monde s'était transformé. Là où leurs ancêtres avaient toujours vu la terre comme un passage, certains commencèrent à y voir une promesse. Au bord de l'Euphrate, dans les vallées où les eaux rendaient le sol fertile, des campements cessèrent de disparaître avec le changement de saison. Les tentes restèrent dressées plus longtemps que prévu, puis furent renforcées, entourées de palissades rudimentaires. Les enclos destinés aux troupeaux devinrent des structures plus durables. Peu à peu, le bois remplaça les cordages, la pierre remplaça le bois. Ce qui n'était qu'un arrêt provisoire se transforma en installation, puis en village. Les anciens, assis près des feux, continuaient de raconter des longues routes parcourues autrefois, les migrations à travers les plaines infinies, les étoiles utilisées comme guides. Mais les enfants, eux, grandissaient désormais avec des repères différents. Ils connaissaient les limites d'un champ, la régularité d'un fleuve, la sécurité relative d'un abri fixe. Ils apprenaient à semer autant qu'à conduire un troupeau, à attendre autant qu'à partir. Cette transition n'était ni uniforme ni totale. Beaucoup de groupes restaient fidèles à la vie nomade, se méfiant de l'enracinement qu'ils associaient à la vulnérabilité. Car s'installer, c'était aussi devenir visible. Et dans un monde encore instable, être visible signifiait devenir une cible. Les royaumes voisins, eux aussi en reconstruction,
observaient ces transformations avec une inquiétude croissante. Les scribes d'Assyrie, qui autrefois mentionnaient les Araméens comme de simples bandes errantes, commencèrent à noter autre chose, des villages, des fortifications, des points d'ancrage qui ne disparaissaient pas après une saison. Ce n'étaient plus des ombres mouvantes, mais des présences persistantes. Pour des grandes puissances, cette évolution posait un problème nouveau. On pouvait ignorer des nomades, on pouvait même tolérer leur existence tant qu'ils restaient en marge. Mais des communautés enracinées, capables de défendre leur territoire, représentaient une réalité différente. Elles ne pouvaient plus être balayées d'un simple geste. Avec la sédentarisation partielle vint aussi une transformation des croyances. Les Araméens avaient toujours honoré des forces liées à la nature, le vent, la pluie, les montagnes, les étoiles. Mais dans les villages naissants, ces forces prirent des formes plus définies. Des lieux de culte apparurent, modestes d'abord, simples autels de pierre dressés à ciel ouvert. Puis vinrent des structures plus élaborées, des sanctuaires où l'on déposait des offrandes, où l'on priait pour la protection des récoltes autant que pour celle des troupeaux. Hadad, le dieu de l'orage, devint une figure centrale. Dans un monde où la pluie déterminait la survie, son pouvoir était incontestable. À ses côtés, Atargatis, grande déesse de fertilité et de vie, était invoquée dans les cycles de croissance et de renouveau. Ces divinités, autrefois liées à la mobilité des clans, s'ancrèrent dans des lieux précis, associés à des territoires, à des communautés. Ainsi, la spiritualité elle-même se transforma, passant d'une relation diffuse avec le monde à une organisation plus structurée, plus visible. Mais malgré ces changements, les Araméens ne perdirent jamais complètement leur nature première. Même ceux qui s'installaient conservaient une mémoire du mouvement. Ils gardaient des liens avec les groupes restés nomades, échangeaient des nouvelles, des biens, des alliances. Cette double identité, à la fois enracinée et mobile, leur conférait une flexibilité que peu d'autres peuples possédaient. Elle se manifestait particulièrement dans leurs relations avec leurs voisins. Sur les frontières de Canaan, ils entraient en contact avec les Israélites, partageant parfois des pratiques culturelles, parfois s'opposant violemment pour le contrôle des terres. Sur les côtes, les Phéniciens, maîtres du commerce maritime, reconnaissaient en eux des partenaires utiles pour les routes terrestres. À l'est, les Assyriens continuaient de les considérer avec suspicion, alternant entre campagnes militaires et tentatives de contrôle indirect. Dans ce monde fragmenté, les Araméens devenaient indispensables. Les marchands, surtout, dépendaient de leur connaissance du terrain. Les routes commerciales, autrefois sécurisées par les empires, étaient désormais incertaines. Traverser certaines régions sans guide relevait du suicide. Les Araméens, avec leur connaissance intime du désert et des chemins secondaires, offraient une solution. Ils escortaient les caravanes, négociaient des passages, assuraient une forme de sécurité dans un monde où l'ordre ancien avait disparu. Mais cette position avait un prix. Car être intermédiaire, c'était aussi être exposé. Tantôt alliés, tantôt ennemis, ils naviguaient constamment entre coopération et conflit. Une caravane protégée aujourd'hui pouvait être attaquée demain si les alliances changeaient. Cette imprévisibilité faisait partie de leur stratégie de survie. Et pourtant, au-delà de ces jeux d'équilibre, une évolution plus profonde se poursuivait. Les tribus, autrefois indépendantes, commencèrent à se regrouper en structures plus larges. Des chefs émergèrent, non seulement pour leur bravoure, mais pour leur capacité à unir plusieurs clans, à maintenir des alliances sur de longues périodes. Autour d'eux, des communautés plus vastes prirent forme, rassemblant des familles dispersées, des groupes d'origines différentes, tous liés par des intérêts communs. Ces regroupements n'étaient pas encore des royaumes au sens strict. Ils restaient fluides, adaptables, capables de se fragmenter aussi rapidement qu'ils s'étaient formés. Mais ils représentaient une étape décisive. Car pour la première fois, les Araméens ne se contentaient plus d'exister en marge des structures politiques du monde ancien. Ils commençaient à en créer de nouvelles. Dans certaines régions, les villages s'organisaient autour de centres plus importants. Des marchés réguliers apparaissaient, attirant des populations des environs. Des formes rudimentaires d'administration se développaient. Gestion des ressources, organisation de la défense, répartition des terres. Rien d'aussi rigide que les bureaucraties des anciens empires, mais suffisamment structurées pour assurer une stabilité relative. Les scribes assyriens, en observant ces évolutions, commencèrent à changer de ton. Les Araméens n'étaient plus seulement décrits comme des perturbateurs,
Ils devenaient des acteurs à part entière, des entités politiques qu'il fallait surveiller, comprendre, parfois combattre. Et malgré les campagnes militaires, malgré les destructions ponctuelles, ils ne disparaissaient pas. Au contraire, chaque tentative de les éliminer semblait les renforcer, car leur force ne résidait pas dans une capitale unique ou dans une armée centralisée, mais dans leur capacité à se recomposer. Détruire un village ne signifiait pas la fin d'une communauté. Les survivants rejoignaient d'autres groupes, reconstruisaient ailleurs, revenaient parfois au même endroit. Ils étaient, comme l'eau, insaisissables. À la fin du XIe siècle avant notre ère, le paysage du Proche-Orient avait profondément changé. Les grandes puissances n'avaient pas retrouvé leur ancienne domination, et dans les espaces laissés vacants, de nouvelles forces s'étaient installées. Parmi elles, les Araméens occupaient désormais une place centrale. Ils n'étaient plus simplement des nomades traversant l'histoire en silence. Leurs villages, leurs sanctuaires, leurs alliances témoignaient d'une présence durable. Leur langue circulait de plus en plus largement, facilitant les échanges entre peuples différents. Et surtout, une idée nouvelle prenait forme. Que ces hommes et ces femmes, nés dans le mouvement et façonnés par l'instabilité, pouvaient désormais prétendre à autre chose qu'à la survie. Ils pouvaient prétendre au pouvoir. Le jour où les cornes de guerre résonnèrent au-dessus des rives de l'Euphrate, ce ne furent pas seulement des hommes qui se dressèrent sur les remparts, mais une idée nouvelle qui prit forme dans la poussière et le bruit. Là où autrefois s'étendaient des campements éphémères, des murs s'élevaient désormais, faits de briques, de bois et de volonté. Des hommes en armes, vêtus de cuir et de tissus grossiers, tenaient leurs lances non plus pour protéger un troupeau en marche, mais pour défendre un territoire. Les Araméens n'étaient plus seulement des survivants du chaos, ils devenaient des rois. À travers la Syrie et la haute Mésopotamie, le changement était visible à chaque horizon. Les villages qui avaient timidement pris racine se renforçaient, s'entourant de fortifications. Les pistes de bétail devenaient des routes, les rassemblements saisonniers des marchés permanents. Et surtout, les clans, autrefois indépendants, se cristallisaient en entités plus larges, plus stables, capables d'imposer leur autorité sur une région. Ces nouvelles formations prenaient souvent le nom de leur fondateur ou d'un ancêtre prestigieux. On les appelait des maisons, non pas des bâtiments, mais des lignées devenues territoires. Bit Adini, Bit Zamani, Bit Bayani, Bit Alup. Chaque nom portait en lui l'écho d'un chef, d'une famille, d'un pacte ancien. Mais désormais, ces noms désignaient aussi des frontières, des villes, des populations. Le passage du clan au royaume ne fut pas une rupture brutale, mais une évolution logique. Les chefs qui avaient su unir plusieurs tribus se retrouvèrent à la tête de territoires plus vastes, nécessitant une organisation plus complexe. Il ne suffisait plus de guider un groupe à travers le désert. Il fallait administrer des terres, protéger des routes commerciales, maintenir l'ordre dans des villages permanents. Ainsi naquirent les premières formes de pouvoir araméens. Parmi ces nouveaux royaumes, certains occupaient des positions stratégiques qui leur donnaient une importance disproportionnée. Bit Adini, par exemple, s'étendait le long d'un coude de l'Euphrate, là où les caravanes devaient traverser le fleuve. Sa capitale, Tel Barsip, contrôlait ce passage vital entre l'Anatolie et la Mésopotamie. Celui qui possédait cette ville pouvait taxer les marchandises, surveiller les flux, influencer le commerce sur des centaines de kilomètres. Les rois de Bit Adini comprirent rapidement cet avantage. Ils renforcèrent leurs murs, consolidèrent leurs portes avec du bronze, organisèrent leurs troupes pour protéger ou exploiter le passage des marchands. Dans les temples, on priait Hadad pour la prospérité et la victoire, tandis que dans les marchés, les langues se mêlaient, mais l'araméen s'imposait peu à peu comme moyen de compréhension. Plus à l'est, Bit Zamani occupait une position différente, mais tout aussi cruciale. Situé entre les plaines du Tigre et les contreforts montagneux, ce royaume vivait dans une tension constante. Au nord, des tribus montagnardes menaçaient ses frontières. À l'est, l'ombre de la Syrie grandissait, lourde et inévitable. Pour survivre, les rois de Bit Zamani développèrent une culture de vigilance permanente. Leurs forteresses dominaient les hauteurs, leurs soldats s'entraînaient sans relâche, conscients que leur nombre ne suffirait jamais face à un empire. Mais ce manque de puissance brute était compensé par une qualité que les Araméens maîtrisaient mieux que quiconque, l'adaptabilité. Ils savaient quand combattre, quand négocier, quand se retirer.
Il comprenait que survivre dans ce monde ne dépendait pas seulement de la force, mais de la capacité à lire les intentions des autres, à anticiper les mouvements, à changer de stratégie avant qu'il ne soit trop tard. Autour de ces royaumes principaux, une multitude d'entités plus petites apparaissaient et disparaissaient, comme des étincelles dans un feu. Certaines ne duraient qu'une génération, d'autres parvenaient à se maintenir plus longtemps, mais toutes participaient à un même phénomène, la transformation du paysage politique. La Syrie et la Mésopotamie n'étaient plus dominées par quelques grandes puissances incontestées. Elles étaient devenues un tissu complexe de royaumes, d'alliances, de rivalités. Et au cœur de ce tissu, les Araméens occupaient désormais une place essentielle. Mais c'est au sud que se jouait la plus grande transformation. Dans une plaine fertile, irriguée par les eaux du Barada, une ville commençait à s'imposer au-dessus des autres. Entourée de vergers de figuiers et de grenadiers, traversée par des routes commerciales venues d'Arabie, de la Méditerranée et de l'intérieur des terres, Damas possédait des atouts que peu de cités pouvaient égaler. Au début, elle n'était qu'une parmi d'autres. Une ville fortifiée, certes, mais sans domination écrasante. Pourtant, sa position géographique lui offrait un avantage décisif. Elle se trouvait à la croisée des chemins, là où les caravanes convergeaient, où les ressources affluaient, où les influences se rencontraient. Peu à peu, Damas attira les richesses. Les marchands y trouvaient un point d'échange idéal. Les agriculteurs des régions environnantes venaient y vendre leurs récoltes. Les artisans y développaient leur savoir-faire. Et avec la richesse vint le pouvoir. Les dirigeants de Damas comprirent rapidement qu'ils pouvaient transformer cette prospérité en domination. Ils organisèrent leurs forces, développèrent une cavalerie capable de frapper rapidement, sécurisèrent les routes commerciales. La ville ne devint pas seulement un centre économique, mais aussi une puissance militaire. Pour les royaumes voisins, cela changeait tout. Les petites maisons araméennes, autrefois indépendantes, commencèrent à reconnaître l'influence de Damas. Certaines devinrent ses alliés, d'autres ses vassales. Pour les Israélites au sud, la ville représentait une menace croissante. Pour les royaumes néo-hittites au nord, elle était à la fois partenaire et rivale. Et à l'est, les Assyriens observaient. Dans leurs annales, les mentions des Araméens évoluèrent encore. Ce n'étaient plus des bandes de pillards, ni même de simples royaumes périphériques. C'étaient des acteurs politiques capables de contrôler des territoires, de lever des armées, de former des alliances. Une force qu'il faudrait, tôt ou tard, affronter. Mais les Araméens, eux, continuaient de jouer sur plusieurs tableaux. Ils faisaient la guerre lorsque c'était nécessaire, lançant des raids rapides, exploitant la surprise, évitant les confrontations directes avec des ennemis trop puissants. Mais ils faisaient aussi du commerce, négocier des traités, marier leurs élites pour renforcer des alliances. Leur identité restait fluide, insaisissable. Un roi araméen pouvait être un guerrier une année, un diplomate l'année suivante. Un royaume pouvait être ennemi un jour, allié le lendemain. Cette capacité à changer, à s'adapter, était leur plus grande arme. Au Xe siècle avant notre ère, le paysage du Proche-Orient portait déjà les marques de leur influence. Les routes commerciales passaient par leur territoire. Leur langue circulait entre marchands et diplomates. Leur royaume, bien que fragmenté, formait un réseau dense et dynamique. Et au centre de ce réseau, Damas continuait de grandir. Ce n'était plus seulement une ville, c'était un cœur. Un cœur qui battait au rythme des ambitions araméennes et dont les pulsations allaient bientôt se faire entendre bien au-delà des plaines qu'il avait vues naître. Le son des trompettes de bronze s'élevait au-dessus des murs de Damas comme un cri de défi lancé au monde entier. Dans la lumière dorée du matin, les cavaliers franchissaient les portes de la ville, leurs lances encore tachées du sang des batailles récentes. La poussière soulevée par leurs montures s'accrochait à l'air chaud de la plaine de la Ghouta, mêlée aux odeurs de cuir, de sueur et de métal. Sur les hauteurs des remparts, des étendards claquaient dans le vent, portant les symboles des maisons araméennes désormais unies sous une même puissance. Damas n'était plus une simple cité prospère. Elle était devenue le cœur battant de l'Aram, un centre d'autorité dont l'influence s'étendait bien au-delà de ses vergers et de ses canaux. Ce qui avait commencé comme une accumulation de richesses s'était transformé en ambition, et cette ambition trouvait désormais sa voie dans ses rois. Parmi eux, un nom se détachait dans les récits transmis à travers les générations, Ben-Hadad. Sous son règne, la ville ne se contenta plus de défendre ses terres. Elle chercha à dominer.
Les clans voisins furent progressivement soumis, non seulement par la force, mais aussi par la diplomatie. Les alliances se tissaient autour de mariages, de serments, de promesses de protection. Les royaumes araméens, autrefois dispersés, commencèrent à reconnaître en Damas un centre naturel de pouvoir. Mais cette ascension ne se fit pas sans résistance. Au sud, les royaumes d'Israël et de Juda observaient avec inquiétude la montée en puissance de leurs voisins. Les tensions se transformèrent rapidement en conflits ouverts. Des villes frontalières furent prises et reprises, des campagnes ravagées, des populations déplacées. Les récits hébreux conserveraient longtemps la mémoire de ces affrontements, où Damas apparaissait tantôt comme un ennemi redoutable, tantôt comme un adversaire inévitable. Dans ces guerres, Damas montra sa force. Ses armées, composées d'infanterie aguerrie et de cavaliers rapides, étaient capables de frapper vite et loin. Les chars, héritage des traditions militaires du Proche-Orient, roulaient sur les plaines avec une puissance impressionnante. Mais plus encore que la technologie ou les effectifs, c'était la discipline et l'expérience qui faisaient la différence. Les soldats de Damas étaient des hommes forgés par un monde instable, habitués à combattre, à s'adapter, à survivre. Sous le règne de Ben-Hadad II, cette puissance atteignit son apogée. Il ne se considérait plus comme un simple chef parmi d'autres, mais comme le dirigeant d'un véritable royaume. Ses ambitions dépassaient les frontières de la Syrie. Il cherchait à contrôler les routes commerciales, à imposer des tribus, à influencer les équilibres politiques de toute la région. Les rois d'Israël, eux, apprirent rapidement à composer avec cette réalité. Les affrontements alternaient avec des trêves fragiles, des alliances temporaires. Les chroniques évoquent des sièges, notamment celui de Samarie, où la tension entre les deux puissances atteignit son paroxysme. Chaque victoire était suivie d'une revanche, chaque accord portait en lui les germes d'un futur conflit. Mais Damas ne se battait pas seul. À mesure que sa puissance grandissait, elle attirait à elle d'autres royaumes, araméens ou non. Les cités phéniciennes, soucieuses de protéger leurs intérêts commerciaux, considéraient avec attention les alliances possibles. Les royaumes néo-hittites du Nord, héritiers d'un empire disparu, cherchaient eux aussi à naviguer dans cet équilibre fragile. Car au-delà de ces rivalités régionales, une menace plus grande se profilait. À l'Est, les Assyriens n'avaient jamais cessé d'observer. Leur empire, affaibli un temps, retrouvait peu à peu sa vigueur, et avec elle revenait une ambition ancienne, celle de contrôler les terres de l'Ouest, riches et stratégiques. Lorsque les armées assyriennes commencèrent à avancer vers la Syrie, la réalité du danger devint évidente. Les royaumes qui s'étaient combattus pendant des décennies comprirent qu'ils faisaient face à un ennemi d'une toute autre envergure. C'est dans ce contexte que se produisit un événement qui marqua l'histoire, la bataille de Karkar. En l'an 853 avant notre ère, sur les rives de l'Oronte, une coalition sans précédent se forma. Sous la direction de Ben-Hadad II, des royaumes autrefois rivaux unirent leurs forces. Des contingents araméens, des chars israélites, des troupes venues de Hamath et d'autres régions convergèrent vers un même point, portés par une nécessité commune, résister à l'avancée assyrienne. Le choc fut immense. Des milliers d'hommes s'affrontèrent dans un tumulte de poussière et de fer. Les chars se précipitaient les uns contre les autres, les archers tiraient jusqu'à épuisement, les fantassins s'engageaient dans des combats rapprochés où la survie dépendait de la force et de la volonté. Les tambours de guerre résonnaient, mêlés aux cris des blessés et aux ordres hurlés au milieu du chaos. Les annales assyriennes, gravées dans la pierre, proclament une victoire éclatante. Le roi Salmanasar III se vante d'avoir brisé la coalition, d'avoir infligé des pertes massives à ses ennemis. Mais la réalité est plus nuancée, car Damas ne tomba pas. Malgré la puissance de l'armée assyrienne, malgré la violence de l'affrontement, la coalition ne fut pas anéantie. Les royaumes résistèrent, Ben-Hadad conserva son trône, et surtout, l'expansion assyrienne fut pour un temps freinée. Ce résultat, à lui seul, suffisait à transformer la perception de Damas. La ville n'était plus seulement une puissance régionale. Elle devenait le symbole d'une résistance possible face à l'un des empires les plus redoutables de son temps. Dans les années qui suivirent, Damas continua de jouer ce rôle. Elle resta le centre de gravité des forces opposées à l'Assyrie, le point de ralliement pour ceux qui refusaient de se soumettre. Même lorsque certaines cités tombaient, même lorsque des territoires étaient ravagés, la ville persistait.
Mais cette résistance avait un coût. Les campagnes assyriennes se faisaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus destructrices. Les villages alliés à Damas étaient brûlés, les récoltes détruites, les populations déplacées. Les routes commerciales, autrefois sources de richesse, devenaient des axes de conflit. La pression ne cessait d'augmenter. Et pourtant, au cœur de cette tension, quelque chose d'autre continuait de se développer. La langue araméenne, portée par les marchands, les soldats, les diplomates, circulait de plus en plus largement. Elle franchissait les frontières, s'imposait dans les échanges, facilitait les alliances comme les négociations. Même ceux qui combattaient les Araméens commençaient à utiliser leurs mots. C'était là. Alors que les royaumes araméens luttaient pour leur survie, parfois au bord de l'effondrement, leur influence culturelle ne cessait de croître. Damas pouvait être menacé, ses alliés pouvaient tomber, mais ce qu'ils avaient créé, un réseau, une langue, une manière d'interagir avec le monde, continuait de s'étendre. Les tambours de guerre résonnaient encore sur la plaine de la Ghouta, mais derrière ce bruit, une transformation plus silencieuse était en cours. Une transformation que même les armées assyriennes, malgré toute leur puissance, ne pourraient arrêter. Les tambours de guerre ne cessèrent pas après Karkar. Ils changèrent simplement de rythme, devenant plus lourds, plus réguliers, comme le battement inévitable d'un destin qui se resserre. À l'est, la Syrie ne recula pas. Elle apprit. Elle observa les failles, mesura la résistance de ses adversaires, puis revint, année après année, avec une détermination accrue et une machine de guerre toujours plus implacable. Ce qui avait été autrefois des campagnes ponctuelles devint une stratégie continue. Les rois assyriens comprirent que les Araméens ne pouvaient être vaincus par une seule bataille. Leur force résidait dans leur dispersion, leur capacité à se reconstituer. Il fallait donc les briser autrement, non pas seulement par l'épée, mais par l'organisation, par la répétition, par une pression constante qui ne laissait aucun espace à la reconstruction. Ainsi commença une ère de guerre sans relâche. Les inscriptions assyriennes, gravées dans la pierre avec une froide précision, racontent ces campagnes avec une fierté presque glaciale. Elles décrivent des villes assiégées, des murailles éventrées, des populations emmenées en captivité. Elles parlent de vergers coupés, de champs brûlés, de puits comblés. Pour les rois d'Assyrie, ces actes n'étaient pas seulement des victoires militaires. Ils étaient des démonstrations de pouvoir, des messages adressés à tous ceux qui pourraient songer à résister. Parmi les figures qui se dressèrent face à cette tempête, Hazaël de Damas occupe une place particulière. Successeur de Ben-Hadad II, il hérita d'un royaume déjà sous pression, mais refusa de céder. Les récits assyriens évoquent une confrontation directe entre lui et le roi Salmanasar III. L'armée assyrienne infligea de lourdes pertes aux forces araméennes, ravagea les territoires environnants et alla jusqu'à encercler Damas elle-même. Mais la ville ne tomba pas. Protégée par ses murailles, soutenue par sa position stratégique, elle résista encore une fois. Hazaël conserva son trône, mais au prix d'un territoire dévasté. Autour de lui, les campagnes étaient en ruine, les villages désertés, les ressources épuisées. La victoire n'était plus une question de conquête, mais de survie. Pour les autres royaumes araméens, la situation était encore plus sombre. Bitadini, autrefois prospère grâce au contrôle de l'Euphrate, fut progressivement écrasée. Ses forteresses tombèrent, ses dirigeants furent capturés ou exécutés, sa population dispersée. Bitaloup, Bitbayani et tant d'autres suivirent le même destin. Les noms qui avaient autrefois désigné des maisons puissantes devinrent des souvenirs gravés dans les archives de leurs ennemis. La Syrie ne se contentait pas de conquérir. Elle transformait. L'une de ses armes les plus redoutables n'était pas visible sur le champ de bataille. C'était la déportation. Après chaque victoire, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants étaient arrachés à leurs terres et déplacés vers d'autres régions de l'Empire. Ces populations étaient installées loin de leurs origines, mélangées à d'autres groupes, intégrées de force dans un système qui visait à briser toute forme de résistance collective. Pour les Araméens, cela signifiait la fin de leur indépendance politique. Mais cela ne signifiait pas leur disparition. Car en étant dispersés, ils emportaient avec eux ce qui ne pouvait être confisqué, leur langue, leur tradition, leur manière de comprendre le monde. Dans les villages de Mésopotamie, dans les villes assyriennes, dans les garnisons éloignées, des voix continuaient de parler araméen. Des familles transmettaient leurs récits, leurs noms, leurs croyances, même loin de leur terre d'origine.
Ce qui avait été une stratégie de domination devint, sans que les Assyriens ne le réalisent pleinement, un vecteur de diffusion. Pendant ce temps, les royaumes encore debout tentaient de s'adapter. Certains choisirent la résistance ouverte, au risque de tout perdre. D'autres acceptèrent de payer tribut, envoyant or, argent, chevaux et produits agricoles en échange d'une autonomie relative. Ces royaumes devenaient des vassaux, tolérés tant qu'ils restaient loyaux, détruits dès qu'ils montraient des signes de rébellion. Damas elle-même oscilla entre ces deux positions. Tantôt ennemie déclarée de la Syrie, tantôt contrainte de reconnaître sa supériorité, la ville tentait de préserver ce qui pouvait encore l'être. Mais chaque génération voyait ses marges de manœuvre se réduire. Les campagnes assyriennes se faisaient plus fréquentes, plus organisées, soutenues par une logistique qui dépassait tout ce que les royaumes araméens pouvaient opposer. Au 8e siècle avant notre ère, la situation atteignait un point de rupture. Des rois comme Hadad-Nirari III, puis surtout Tiglath-Phalazar III, transformèrent l'Assyrie en une machine de conquête systématique. Ce dernier introduisit des réformes qui changèrent la nature même de l'Empire. Une armée permanente, des provinces administrées directement, une organisation centralisée capable de soutenir des campagnes longues et répétées. Face à cela, les stratégies traditionnelles des Araméens ne suffisaient plus. Les alliances se formaient encore, les révoltes éclataient, mais elles étaient écrasées avec une efficacité croissante. Chaque défaite entraînait des conséquences plus lourdes, chaque résistance était suivie de représailles plus sévères. Et finalement, l'inévitable se produisit. En 732 avant notre ère, après des décennies de lutte, Damas tomba. Les armées de Tiglath-Phalazar assiégèrent la ville, brisèrent ses défenses, capturèrent son roi. Une grande partie de sa population fut déportée. Ce qui avait été le cœur du pouvoir araméen devint une province assyrienne, administrée par des gouverneurs étrangers. Ce moment marqua la fin d'une époque. Il n'y avait plus de royaume araméen indépendant. Les maisons, les lignées, les royaumes qui avaient émergé du chaos du bronze récent avaient été absorbés, détruits, transformés. Sur la carte politique du Proche-Orient, leur présence semblait s'effacer. Mais l'histoire ne s'écrit pas seulement avec des frontières et des trônes. Dans les marchés, dans les champs, dans les maisons des déportés, quelque chose continuait de vivre. Une langue, simple et adaptable, circulait entre les peuples. Elle franchissait les divisions imposées par l'Empire, reliait des communautés éloignées, facilitait les échanges dans un monde désormais unifié sous la domination assyrienne. Les Araméens avaient perdu leur royaume, mais ils n'avaient pas disparu. Et sans le savoir encore, ils s'apprêtaient à transformer leur plus grande défaite en une victoire d'un autre ordre. Une victoire qui ne se mesurerait pas en territoire conquis, mais en mots partagés. Il arrive parfois que l'histoire bascule, non pas dans le fracas des armes, mais dans le murmure des mots. Alors que les murailles de Damas s'étaient effondrées et que les royaumes araméens disparaissaient les uns après les autres sous la pression assyrienne, un autre phénomène, plus discret mais infiniment plus durable, était en train de prendre forme. Là où les rois avaient échoué à préserver leur pouvoir, leur langue, elle, commençait à conquérir un monde bien plus vaste que leurs anciens territoires. Au cœur de l'Empire assyrien, les routes s'étendaient désormais comme des veines à travers un corps gigantesque. Elles reliaient des villes lointaines, traversaient des plaines, des montagnes, des déserts. Des soldats y marchaient, des marchands y circulaient, des fonctionnaires y voyageaient pour transmettre les ordres du pouvoir central. C'était un monde en mouvement constant, un monde qui avait besoin d'un langage commun. Pendant des siècles, l'Akkadien avait rempli ce rôle. Gravé dans l'argile avec ses signes cunéiformes, il portait le poids de la tradition, des lois anciennes, des récits mythologiques. Mais il avait un défaut que l'expansion rapide de l'Empire rendait de plus en plus évident, sa complexité. Apprendre à lire et à écrire l'akkadien demandait des années de formation, réservées à une élite de scribes. L'araméen, lui, offrait une alternative radicalement différente. Son alphabet, hérité des Phéniciens, était simple, composé d'un nombre limité de signes, facile à tracer et à mémoriser. Là où le cunéiforme exigeait une précision laborieuse sur des tablettes d'argile, l'araméen pouvait être écrit rapidement à l'encre sur du papyrus, du parchemin ou même du bois. Il n'était pas seulement plus facile à apprendre, il était plus rapide, plus flexible, mieux adapté à un monde en expansion. Ce qui avait été une langue de bergers et de marchands
devenait soudain une solution pratique pour un empire. Les Assyriens, pragmatiques malgré leur brutalité, commencèrent à l'utiliser, non pas pour remplacer l'akkadien dans les inscriptions officielles, celles qui glorifiaient les rois et leurs conquêtes, mais pour tout le reste. Les ordres militaires, les listes de provisions, les correspondances entre gouverneurs, les contrats commerciaux, tout ce qui nécessitait rapidité et clarté trouvait en l'araméen un outil idéal. Dans les palais de Ninive et de Calut, une nouvelle figure apparut aux côtés des scribes traditionnels. On pouvait les voir dans les reliefs sculptés sur les murs. Deux hommes, debout derrière un roi recevant un tribut. L'un tenait un calame et écrivait sur une tablette d'argile, gravant des signes cunéiformes avec lenteur et précision. L'autre, penché sur un rouleau, traçait des lignes à l'encre avec une fluidité presque naturelle. Deux systèmes, deux mondes, coexistant dans un même espace. Mais l'équilibre entre eux ne tarda pas à changer, car dans la pratique quotidienne, c'était l'araméen qui gagnait du terrain. Les déportations massives avaient dispersé les Araméens à travers tout l'Empire. Dans les villages de Mésopotamie, dans les garnisons des frontières, dans les centres administratifs, ils étaient présents, nombreux, et surtout, ils parlaient cette langue. Les populations locales, confrontées à cette diversité, adoptèrent peu à peu l'araméen comme moyen de communication commun. Ce processus ne fut pas imposé par décret, il se fit naturellement, par nécessité. Un marchand venu de Syrie, un soldat originaire d'Anatolie, un fonctionnaire assyrien envoyé dans une province lointaine, tous avaient besoin de se comprendre. Et dans ce besoin partagé, l'araméen s'imposa comme une évidence. Même dans la diplomatie, son rôle devint central. Un épisode conservé dans les traditions hébraïques en donne un aperçu frappant. Lorsqu'une armée assyrienne se présenta devant Jérusalem, ses émissaires s'adressèrent aux habitants dans leur langue. Les responsables de la ville leur demandèrent alors de parler en araméen, afin que le peuple ne comprenne pas. Ce détail, en apparence anodin, révèle une réalité profonde. Au 8e siècle avant notre ère, l'araméen était déjà compris par les élites de différentes cultures. Il était devenu la langue des échanges entre puissances. Dans les marchés, son expansion était encore plus visible. Des tablettes et des fragments de poterie retrouvés par les archéologues portent des inscriptions rapides, des notes, des noms, des comptes. Ils témoignent d'une utilisation quotidienne, spontanée, loin des grandes inscriptions monumentales. Les caravanes en particulier jouèrent un rôle essentiel dans cette diffusion. Chargées de cuivre, de bois, de tissus, de pierres précieuses, elles traversaient des territoires immenses. Chaque étape était une rencontre entre cultures, entre langues. Mais pour que le commerce fonctionne, il fallait une base commune. L'araméen devint cette base. Il permettait de négocier, de compter, de promettre. Et avec chaque transaction, avec chaque échange, il s'enracinait un peu plus profondément. Les réformes de Tiglath-Phalazar III renforcèrent encore cette tendance. En transformant l'Empire en un réseau de provinces directement administrées, il créa un besoin accru de communication efficace. Les gouverneurs devaient envoyer des rapports, recevoir des ordres, gérer des populations diverses. Dans ce contexte, l'araméen n'était plus seulement utile, il était indispensable. Même les rois qui suivirent, comme Sénachérib ou Assaradon, continuèrent à s'appuyer sur cette langue. Lors de leur campagne, leurs scribes utilisaient l'araméen pour coordonner les troupes, organiser les ravitaillements, transmettre les instructions. Des documents retrouvés en Égypte témoignent de cette pratique. L'araméen y apparaît comme langue administrative, bien au-delà de son berceau d'origine. Ainsi, une transformation silencieuse s'opérait. Les Araméens, en tant que peuple politique, avaient été vaincus. Leur royaume n'existait plus. Leurs rois avaient disparu. Leurs villes étaient devenues des provinces. Mais leur langue, elle, était partout. Elle circulait dans les ordres des gouverneurs, dans les comptes des marchands, dans les conversations des soldats. Elle reliait des régions éloignées, facilitait la gestion d'un empire immense. Elle devenait le tissu invisible qui maintenait l'ensemble. C'était une victoire paradoxale, car ceux qui avaient été conquis voyaient leur voix devenir celle de leurs conquérants. Et dans ce paradoxe résidait une vérité plus profonde encore. Les empires peuvent imposer leurs lois, leurs frontières, leurs armées. Ils peuvent détruire des villes, déplacer des populations, effacer des dynasties.
mais ils ne peuvent pas toujours contrôler ce que les hommes choisissent de dire, ni la manière dont ils se comprennent. Dans les ruines des royaumes araméens, quelque chose avait survécu. Et ce quelque chose, porté par des millions de voix, allait traverser les siècles. Lorsque les murs de Ninive s'effondrèrent en 612 avant notre ère, ce ne fut pas seulement la chute d'une ville, mais celle d'un monde entier. Les flammes dévorèrent les palais, les archives furent abandonnées, et les routes autrefois parcourues par les armées assyriennes virent passer de nouveaux maîtres. Pourtant, dans ce tumulte, quelque chose demeura intact, presque indifférent au changement de pouvoir, la langue qui liait déjà les peuples entre eux. Les Babyloniens, sous Nabopolassar puis son fils Nabuchodonosor II, héritèrent d'un empire qui ne reposait plus seulement sur la force militaire, mais sur une organisation déjà éprouvée. Les provinces, les routes, les systèmes administratifs, tout cela fut conservé, adapté, renforcé, et avec eux, l'usage de l'araméen. Dans les rues de Babylone, la diversité était visible à chaque instant. Les marchés regorgeaient de marchandises venues de régions lointaines, vins de Phénicie, bois du Liban, métaux d'Anatolie, épices d'Arabie. Mais plus encore que les objets, ce sont les voix qui témoignaient de cette diversité. On y entendait des langues multiples, des accents variés, des récits venus de terres inconnues. Et pourtant, au milieu de ce brouhaha, une langue revenait sans cesse comme un fil conducteur. L'araméen. Ce n'était plus la langue d'un peuple précis, c'était celle de tous ceux qui avaient besoin de se comprendre. Les chantiers de Babylone offraient un spectacle saisissant de cette transformation. Sous le règne de Nabuchodonosor II, la ville fut transformée en une métropole monumentale. Des murailles gigantesques furent érigées, des temples restaurés, des avenues pavées de pierres conduisirent à des portes majestueuses comme celle d'Ishtar. Des milliers d'ouvriers participaient à ces projets, venus de toutes les régions de l'Empire. Sur ces chantiers, les ordres devaient être clairs, rapides, compris de tous. Les contremaîtres criaient en araméen. Les scribes notaient les livraisons, les salaires, les quantités de matériaux dans cette même langue. L'akkadien restait présent dans les archives officielles, mais sur le terrain, dans la réalité quotidienne, c'était l'araméen qui permettait au travail d'avancer. Parmi ces travailleurs se trouvaient des populations entières déplacées par les conquêtes. Des Araméens, bien sûr, mais aussi des Judéens, déportés après la chute de Jérusalem, des Phéniciens, des peuples d'Anatolie. Tous avaient été arrachés à leurs terres, mêlés dans un nouvel environnement, contraints de reconstruire leur vie dans un cadre imposé. Et dans cette situation, l'araméen devint plus qu'un outil. Il devint un lien. Dans les villages créés autour des canaux de Mésopotamie, les exilés apprirent à vivre ensemble. Ils cultivaient les mêmes champs, partageaient les mêmes ressources, faisaient face aux mêmes autorités. Leurs traditions différaient, leurs dieux portaient des noms différents, mais leurs paroles convergeaient. C'est dans cette langue commune que les conflits se réglaient, que les accords se scellaient, que les histoires se racontaient. Même la religion s'adapta à cette réalité. Dans les maisons modestes des exilés, des autels étaient dressés, des prières murmurées. Les Araméens invoquaient Hadad et Atargatis. Les Judéens priaient leur Dieu unique. Les Babyloniens honoraient Marduk. Mais au-delà des différences, une même langue servait à exprimer la foi, à transmettre les traditions, à maintenir un lien avec le passé. Ainsi, l'araméen devint aussi une langue de mémoire. Dans les administrations, son rôle continua de croître. Les scribes, souvent issus de familles araméennes ou formés dans cet héritage, occupaient une place essentielle. Ils traduisaient les ordres, copiaient les documents, facilitaient la communication entre les différentes régions de l'Empire. Dans les archives, on trouvait désormais deux mondes côte à côte. D'un côté, les tablettes d'argile en akkadien, lourdes, durables, marquées par la tradition. De l'autre, des supports plus fragiles, papyrus, parchemins, portant des textes en araméen, plus rapides à produire, plus adaptés à la gestion quotidienne. Ce contraste reflétait une réalité plus profonde. L'akkadien appartenait au passé, l'araméen appartenait au présent, et ce présent ne cessait de s'étendre. Lorsque l'empire babylonien atteignit l'Égypte, lorsque ses armées franchirent de nouvelles frontières, la langue les accompagna. Des inscriptions en araméen apparaissent jusque sur les rives du Nil, preuve que son usage dépassait désormais largement les limites de la Mésopotamie. Mais ce n'était qu'un début.
Car lorsque Cyrus le Grand, roi des Perses, entra à Babylone en 539 avant notre ère, il ne détruisit pas cet héritage. Il l'adopta. Les Perses comprirent immédiatement l'avantage d'une langue déjà diffusée, déjà comprise, déjà intégrée dans les pratiques administratives. Plutôt que d'imposer leur propre langue à un empire immense et diversifié, ils choisirent de s'appuyer sur l'existant. Et ce choix allait changer l'histoire. Sous les Achéménides, l'araméen fut standardisé, structuré, diffusé encore plus largement. Des scribes furent formés dans cette langue, des documents officiels furent rédigés selon des normes communes, des messages pouvaient être envoyés d'une extrémité de l'empire à l'autre sans perdre leur clarté. De l'Égypte à la Bactriane, des rivages de la Méditerranée au plateau de l'Asie centrale, une même écriture, une même langue circulait. Elle traversait les montagnes, les déserts, les mers. Elle unissait des peuples qui ne partageaient ni les mêmes origines, ni les mêmes croyances, ni les mêmes rois. Et au cœur de cette transformation se trouvait une ironie profonde. Les Araméens, en tant que peuple souverain, avaient disparu de la scène politique. Leur royaume n'était plus que des souvenirs. Leur capitale avait été prise, leurs élites dispersées. Mais leur héritage, lui, n'avait jamais été aussi puissant. Leurs mots étaient devenus ceux de l'Empire. Leurs lettres traçaient les décisions des rois. Leur langue portait les lois, les échanges, les rêves et les peurs de millions d'individus. Ce que les armes avaient détruit, les voix l'avaient reconstruit autrement. Et dans ce monde désormais unifié par la parole, les Araméens, bien qu'invisibles comme peuple, étaient partout. Lorsque les armées venues de l'Ouest traversèrent les plaines d'Asie avec leurs boucliers brillants et leurs phalanges disciplinées, elles apportèrent avec elles plus qu'un nouveau pouvoir. Elles introduisirent une nouvelle manière de penser le monde. En 334 avant notre ère, Alexandre le Grand franchit les frontières de l'empire achéménide, et en quelques années, ce qui avait été un système immense et stable se trouva brisé, redistribué entre les mains de ses généraux. Mais une fois encore, le changement politique ne signifia pas une rupture totale. Car lorsque Babylone ouvrit ses portes aux conquérants macédoniens, elle ne cessa pas d'être elle-même. Sous les nouvelles autorités, les scribes continuaient d'écrire, les marchands continuaient d'échanger, les villages continuaient de vivre. Et dans cette continuité silencieuse, l'araméen demeurait. Les successeurs d'Alexandre, en particulier les souverains séleucides, tentèrent d'imposer une nouvelle identité à leur territoire. Depuis leur capitale, Antioche, ils diffusèrent la culture grecque à travers la Syrie et la Mésopotamie. Des villes furent construites selon des modèles helléniques, avec leurs agoras, leurs théâtres, leurs gymnases. Le grec devint la langue du pouvoir, de l'administration, de la philosophie. Mais comme les empires précédents, celui-ci se heurta à une réalité qu'il ne pouvait totalement transformer. Dans les campagnes, dans les villages, dans les marchés éloignés des grandes cités, les habitants continuaient de parler la langue qu'ils avaient héritée de leurs ancêtres. L'araméen n'était pas une langue imposée par le haut. Il était enraciné dans la vie quotidienne, dans les échanges simples, dans les relations humaines les plus fondamentales. À Antioche même, cette dualité était visible. Dans les grandes avenues, les discours publics, les décisions politiques, le grec dominait. Les élites s'y formaient, apprenaient à déclamer les textes d'Homère, à débattre dans les termes de la philosophie grecque. Mais dans les marchés, dans les quartiers populaires, une autre musique se faisait entendre. Celle de l'araméen. Les marchands venus de l'intérieur des terres y négociaient leurs produits, les paysans y vendaient leurs récoltes, les artisans y proposaient leurs créations. Et dans ces échanges, le grec ne suffisait pas toujours. L'araméen servait de pont, de langage commun entre ceux qui n'appartenaient pas au monde des élites. Ainsi, deux langues coexistaient, chacune occupant un espace différent. Le grec pour le pouvoir, l'araméen pour la vie. Cette coexistence ne fut pas seulement linguistique, elle se reflétait aussi dans les pratiques religieuses, dans les identités, dans les manières de penser. Les temples dédiés à Zeus s'élevaient dans les villes, mais souvent, derrière ce nom grec, se cachait une réalité plus ancienne. Le dieu de l'orage, Hadad, continuait d'être honoré, simplement sous une autre forme. De même, la grande déesse Atargatis trouvait des correspondances dans les figures du panthéon grec. Ce n'était pas une disparition, c'était une transformation. Les anciennes croyances s'adaptaient, se mêlaient,
trouver de nouvelles expressions sans perdre totalement leur essence. Et dans ces pratiques, l'araméen restait présent, porteur des prières, des récits, des traditions. Dans les régions plus éloignées des centres urbains, cette continuité était encore plus marquée. Le long de l'Euphrate, dans des villages qui avaient autrefois appartenu aux royaumes araméens, la vie suivait des rythmes anciens. Les champs étaient cultivés comme ils l'avaient été pendant des générations. Les familles transmettaient leur savoir. Les communautés s'organisaient selon des structures locales. Des inscriptions grecques pouvaient apparaître sur les bâtiments officiels. Mais dans les échanges du quotidien, dans les contrats simples, dans les messages laissés sur des fragments de poterie, c'était l'araméen qui dominait. Même le commerce, moteur essentiel de cette époque, renforçait cette situation. Les caravanes continuaient de parcourir les routes reliant la Méditerranée à la Mésopotamie. Elles transportaient des marchandises précieuses, mais aussi des idées, des langues, des pratiques. Les marchands grecs apprenaient l'araméen pour négocier à l'intérieur des terres, tandis que les populations locales pouvaient, à l'occasion, acquérir quelques mots de grec pour traiter avec les ports. Mais dans l'ensemble, c'était l'araméen qui offrait la plus grande portée. Il permettait de relier des mondes différents sans les forcer à se ressembler. Dans certaines régions, cette coexistence donna naissance à des formes nouvelles d'identité. Des inscriptions bilingues apparaissaient, mêlant grec et araméen sur une même pierre. Des noms combinaient des éléments des deux cultures, reflets de familles naviguant entre deux univers. Ce phénomène était particulièrement visible dans des lieux comme Palmyre. Située à la frontière entre le désert et les routes commerciales, Palmyre devint un point de rencontre entre cultures. Les marchands y utilisaient l'araméen pour leurs transactions, tandis que le grec apparaissait dans les inscriptions officielles. Cette double identité donnait à la ville une souplesse unique, lui permettant de prospérer dans un monde en mutation. Mais cette dualité n'était pas sans tension. Dans les villes, une élite hellénisée se formait, adoptant les valeurs, la langue, les modes de vie grecs. Dans les campagnes, les traditions araméennes continuaient de dominer. Entre ces deux mondes, des échanges constants avaient lieu, mais aussi des incompréhensions, parfois des conflits. Pourtant, malgré ces différences, un équilibre se maintenait. Car aucun des deux systèmes ne pouvait totalement remplacer l'autre. Le grec apportait le prestige, l'accès au pouvoir, l'ouverture vers un monde plus large. Mais l'araméen offrait la continuité, la proximité, la capacité de relier des individus au-delà des structures politiques. Et dans cet équilibre fragile, quelque chose de durable se construisait. Une culture capable d'absorber les influences sans se dissoudre. Une langue capable de survivre sans dominer officiellement. À mesure que les siècles passaient, les royaumes hellénistiques eux-mêmes commencèrent à vaciller. De nouvelles puissances apparurent, de nouvelles tensions surgirent. Mais sous ces transformations, l'araméen persistait. Il n'était plus le langage des rois. Il était devenu celui des peuples. Et tant que ces peuples continuaient de vivre, de parler, d'échanger, ils ne pouvaient disparaître. Le désert, que tant d'empires avaient tenté de contourner ou de dominer sans jamais vraiment le comprendre, devint le théâtre d'une renaissance inattendue. Au milieu de cette étendue aride, là où le vent semblait effacer toute trace humaine, une ville s'éleva comme un mirage devenu réalité, Palmyre. Ses colonnes de pierre se dressaient sous le soleil brûlant, ses avenues bordées d'arcades témoignaient d'une richesse accumulée patiemment, caravane après caravane. Palmyre n'était pas née d'un empire, elle était née du passage, du commerce, du mouvement, exactement comme les anciens araméens dont elle portait encore l'héritage invisible. Ici, les langues se croisaient comme les routes. Le grec apparaissait sur les monuments officiels, proclamant la loyauté de la ville envers Rome. Mais dans les contrats, dans les échanges entre marchands, dans les inscriptions gravées sur les tombes familiales, l'araméen persistait. Il ne dominait pas, mais il ne disparaissait pas non plus. Il cohabitait, s'adaptait, trouvait sa place dans un monde devenu cosmopolite. Palmyre prospéra grâce à cette dualité. Les caravanes venues d'Orient y apportaient la soie, les épices, les pierres précieuses. Celles venues d'Occident y échangeaient des produits manufacturés, du vin, de l'huile. La ville servait de pont entre deux mondes, et dans ce rôle, elle accumula une richesse considérable. Ces élites, composées de grandes familles marchandes, investirent dans des temples, des tombeaux monumentaux, des infrastructures qui rivalisaient avec celles des grandes cités de l'Empire romain. Mais derrière cette prospérité,
Une tension persistait. Car Palmyre, bien qu'intégrée à l'Empire romain, conservait une identité propre. Elle n'était pas entièrement grecque, ni totalement romaine. Elle portait en elle quelque chose de plus ancien, un héritage qui remontait au peuple du désert, à ces Araméens qui avaient appris à naviguer entre les mondes. Cette identité allait bientôt s'affirmer de manière spectaculaire. Au IIIe siècle de notre ère, l'Empire romain traversait une période de crise. Les frontières étaient menacées, les empereurs se succédaient rapidement, les provinces éloignées devenaient difficiles à contrôler. À l'est, l'Empire sassanide, héritier des Perses, avançait, menaçant directement les territoires romains. Dans ce contexte d'incertitude, Palmyre devint plus qu'un centre commercial. Elle devint une puissance. Un homme en particulier incarna cette transformation, Odeina. Issu de l'aristocratie locale, il comprit que le moment était venu d'agir. Lorsque les Perses infligèrent une défaite humiliante à Rome en capturant l'empereur Valérien, Odeina prit l'initiative. Il rassembla des forces, repoussa les envahisseurs, sécurisa les frontières orientales. Rome, affaiblie, n'eut d'autre choix que de reconnaître son rôle. Odeina reçut des titres prestigieux, devenant en pratique le maître de l'Orient romain. Sous son autorité, Palmyre atteignit un niveau de puissance qu'elle n'avait jamais connu. Elle n'était plus simplement une cité prospère, elle devenait un centre politique, militaire, stratégique. Mais c'est après sa mort que l'histoire prit une tournure encore plus remarquable, car le pouvoir passa à une femme. Zénobie n'était pas une dirigeante ordinaire. Ambitieuse, cultivée, charismatique, elle comprenait parfaitement les équilibres du monde dans lequel elle évoluait. Elle parlait plusieurs langues, connaissait les traditions grecques et orientales, et surtout, elle possédait une vision. Là où Odeina avait consolidé une position, elle chercha à la transformer en empire. Sous son règne, les armées palmyréniennes s'étendirent bien au-delà de leurs territoires habituels. L'Égypte, source essentielle de blé pour Rome, tomba sous son contrôle. Des régions d'Asie mineure furent intégrées à son influence. Les routes commerciales passaient désormais entre ses mains. Palmyre, autrefois intermédiaire, devenait centre. Zénobie ne se contenta pas de gouverner, elle se mit en scène comme une souveraine à part entière, adoptant des titres royaux, affirmant une légitimité qui dépassait celle d'une simple alliée de Rome. Des pièces furent frappées à son nom et à celui de son fils, marquant une rupture symbolique avec l'autorité impériale. Et pourtant, même dans cette ambition impériale, l'héritage araméen demeurait. Les inscriptions continuaient d'apparaître dans les deux langues. Les élites palmyréniennes naviguaient entre culture grecque et tradition locale. Les tribus du désert, liées à la ville par des alliances anciennes, restaient un élément essentiel de sa puissance. C'était cette capacité à combiner plusieurs identités qui faisait la force de Palmyre. Mais c'était aussi ce qui allait précipiter sa chute. Car Rome, malgré ses faiblesses, ne pouvait tolérer l'émergence d'un rival. En 272, l'empereur Aurélien marcha vers l'est. Ses légions affrontèrent les forces de Zénobie, remportant victoire après victoire. La reine se replia sur Palmyre, espérant tenir derrière ses murailles, peut-être obtenir un soutien extérieur. Mais ce soutien ne vint pas. Alors qu'elle tentait de fuir vers l'est, elle fut capturée. Emmenée à Rome, elle devint un symbole de la victoire impériale, exhibée lors du triomphe d'Aurélien. Palmyre, elle, connut un sort encore plus brutal. Une révolte ultérieure entraîna sa destruction. Ses temples furent pillés, ses habitants dispersés, ses avenues abandonnées au silence du désert. Ce qui avait été une ville florissante devint une ruine, ses colonnes brisées témoignant d'un rêve avorté. Et pourtant, même dans cette chute, quelque chose subsista. Les inscriptions laissées sur les pierres, les textes gravés dans les tombes, les fragments retrouvés par le temps racontent une histoire différente de celle des batailles. Ils montrent une société où deux langues coexistaient, où une identité pouvait être multiple sans se perdre. Zénobie avait échoué à créer un empire durable, mais elle avait révélé, une fois de plus, la résilience d'un héritage. Car derrière les ambitions politiques, derrière les conquêtes et les défaites, la langue araméenne continuait d'exister, portée par ceux qui vivaient, commerçaient, priaient. Les empires passaient. Les mots restaient. Le temps, inexorable, continua d'avancer, emportant avec lui les ruines des villes et les ambitions des rois.
Les colonnes de Palmyre se couvrirent de sable, les routes commerciales changèrent de tracé, et les noms des anciens royaumes ne survécurent plus que dans les récits transmis à voix basse. Pourtant, au milieu de ces transformations, une voix persistait, discrète mais indestructible. C'était une voix qui ne proclamait plus de conquête, qui ne célébrait plus de dynastie. Une voix qui murmurait dans les maisons, qui résonnait dans les marchés, qui s'élevait dans les prières. Une voix qui, malgré les siècles, n'avait jamais cessé d'exister. L'araméen. Au 1er siècle de notre ère, dans une région sous domination romaine, cette langue était encore celle du quotidien pour des millions de personnes. Dans les villages de Galilée, sur les collines de Judée, dans les villes de Syrie et de Mésopotamie, elle formait le tissu invisible de la vie. C'est dans cette langue qu'un homme parla. Jésus de Nazareth ne prêchait pas dans les mots des empires. Il ne s'adressait pas aux foules en grec savant ni en latin administratif. Il parlait dans la langue du peuple, celle que chacun pouvait comprendre, celle qui portait les émotions, les douleurs, les espoirs. Ces paroles, telles qu'elles ont été conservées, portent encore cette trace. Des fragments comme « Talitha koum » ou « Eloi, Eloi, lama sabachthani » résonnent à travers les siècles comme des échos d'un monde où l'araméen était vivant, intime, profondément humain. Et c'est par cette langue que sa message se diffusa d'abord. Dans les décennies qui suivirent, ses disciples parcoururent les routes du Proche-Orient, annonçant une nouvelle foi. Le grec permit à ce message de franchir les frontières de l'Empire romain, mais dans les villages, dans les communautés locales, c'est l'araméen qui donnait à ces paroles leur force immédiate. Au nord, situé à la frontière entre monde romain et perse, Édesse devint un foyer intellectuel et spirituel. Là, des communautés chrétiennes s'organisèrent, des textes furent traduits, des écoles furent fondées. L'araméen y évolua, se structura, prenant une forme que l'on appelle aujourd'hui le syriaque. Ce n'était plus seulement une langue parlée. C'était une langue écrite, littéraire, capable de porter des idées complexes, des récits sacrés, des réflexions théologiques. L'un des jalons les plus importants de cette évolution fut la traduction des Écritures, la Péchita. Ce texte rendu en syriaque permit à des populations entières d'accéder aux textes religieux dans leur propre langue. Ce n'était plus une foi transmise uniquement par des élites savantes, c'était une foi vécue, comprise, intégrée dans la vie quotidienne. Les écoles d'Édesse et de Nisibée formèrent des générations de penseurs, de scribes, de théologiens. Parmi eux, des figures comme Éphrem le Syrien donnèrent à la langue une profondeur nouvelle. Ces hymnes, riches en images et en symboles, mêlaient la tradition poétique araméenne à une réflexion spirituelle intense. Dans ces vers, le monde naturel devenait métaphore du divin. Les rivières, les jardins, la lumière, tout était transformé en langage de foi. Et ce langage, enraciné dans l'araméen, permettait à des communautés entières de s'approprier une vision du monde. Ainsi, la langue continua de vivre. Non plus comme outil administratif d'un empire, mais comme vecteur de spiritualité, de culture, d'identité. Dans les villages de Syrie et de Mésopotamie, les gens continuaient de parler des formes locales d'araméen. Dans les églises, les prières étaient chantées en syriaque. Dans les monastères, des manuscrits étaient copiés, préservant un savoir qui traverserait les siècles. Même lorsque de nouvelles puissances émergèrent, byzantins, perses, puis arabes, la langue ne disparut pas immédiatement. Elle s'adapta, encore une fois. Elle trouva sa place dans un monde changeant, parfois en retrait, parfois au cœur des pratiques religieuses. Et aujourd'hui encore, dans certaines régions retudées, dans des villages nichés entre les montagnes ou perdus dans les plaines, elle subsiste. Des voix continuent de prononcer des mots vieux de milliers d'années. Des enfants apprennent des prières dans une langue que parlaient déjà les bergers de la steppe syrienne. Des communautés maintiennent vivante une tradition qui a survécu à l'effondrement des empires, aux conquêtes, aux migrations. C'est là, peut-être, la véritable mesure de l'héritage des Araméens. Ils n'ont pas laissé derrière eux de monuments gigantesques comparables aux pyramides d'Égypte ou aux palais de Mésopotamie. Leurs royaumes ont disparu. Leurs noms ont été effacés des cartes. Mais ils ont donné au monde quelque chose de plus subtil, de plus durable. Une langue. Une manière de relier les hommes au-delà des frontières. Une voie qui a traversé les siècles, portée par les marchands, les exilés, les croyants, les rêveurs.
Dans le silence des ruines et dans le murmure des prières, cette voix continue de résonner. Et tant qu'elle sera entendue, les Araméens, eux, ne seront jamais vraiment oubliés.